Hollywood nous a fait croire que la ruée vers l'or n'était qu'un simple rêve. Partir en Californie, trouver une pépite et devenir riche. Mais la vérité, elle est bien plus sombre. Derrière ce rêve se cache un monde de violence, de froid et d'espoir perdu. Des milliers de personnes ont tout quitté pour chercher fortune, mais la plupart sont revenus les mains vides ou n'en sont jamais revenus. Ce qui s'est réellement passé a rarement été raconté, car cela ne correspond pas à l'image romantique. Dans cette vidéo, nous révélons les vérités les plus enfouies de l'Ouest sauvage, des histoires qui montrent à quel point le prix de ce rêve était réellement élevé. Korean, John Sutter, l'homme qui n'a rien retiré de la plus grande découverte. John Sutter a un jour vécu le rêve que des milliers d'autres ont plus tard cherché en vain. En Californie, il s'était bâti un immense empire, avec des terres fertiles, des troupeaux de bétail et son propre moulin. Tout semblait stable, presque intouchable. Mais en janvier 1848, un événement allait tout changer. L'un de ses ouvriers découvrit de petites pierres brillantes dans l'eau, de l'or. Sutter comprit immédiatement les conséquences que cela pourrait avoir et tenta de garder le secret. Mais il était trop tard. En très peu de temps, la nouvelle se répandit dans tout le pays. Des gens affluèrent de toutes parts, non pas comme des invités, mais comme une vague irrésistible. Ils prirent ce qu'ils voulaient, détruisirent les champs, volèrent avec le bétail et occupèrent de ses terres. Il n'y avait pas de règles, pas de protection, pas de justice. Ce qu'il avait bâti s'effondra sous ses yeux. À la fin, il ne lui resta rien. L'homme sur les terres duquel fut faite la plus grande découverte d'or de l'histoire américaine mourut dans la pauvreté. Il lutta pendant des années pour obtenir une compensation, mais il ne reçut pas un seul centime. La ruée vers l'or a enrichi beaucoup de monde, mais pas l'homme qui l'avait déclenché. 2. Violence et non-droit. Quand la loi n'avait plus aucune importance. Dans l'Ouest sauvage, il y a eu un moment où la loi disparut tout simplement. Au début de la ruée vers l'or, de nouveaux camps de mineurs apparurent partout. Mais personne n'avait le temps d'établir des règles. Il n'y avait ni juge, ni shérif, ni ordre clair. Quiconque voulait un lopin de terre plantait simplement un piquet dans le sol et le déclarait sien. Mais ce droit ne durait que tant que quelqu'un de plus fort n'apparaissait pas. Un revolver plus gros pouvait décider en quelques secondes de l'appartenance réelle de la terre. Les disputes s'envenimaient rapidement et les fusillades devinrent monnaie courante. Les gens commencèrent à instaurer leurs propres règles. Des tribunaux improvisés virent le jour, mais ils ne duraient souvent que quelques minutes. Les verdicts étaient rendus immédiatement. Parfois cela signifiait simplement l'expulsion, mais souvent cela finissait à la potence. La justice n'était plus objective. Elle appartenait à ceux qui avaient la majorité ou les armes de leur côté. Dans ce monde, un homme pouvait tout gagner ou tout perdre, non par le travail, mais par la violence. La ruée vers l'or apporta la richesse à quelques-uns, mais pour beaucoup, elle signifia la peur, le chaos et une vie sans aucune sécurité. 3. La vérité sur les chercheurs d'or chinois. Un espoir devenu injustice. Lorsque la ruée vers l'or s'empara de la Californie, des gens du monde entier arrivèrent, poussés par le même espoir. Parmi eux se trouvaient aussi des dizaines de milliers de Chinois qui entreprirent le long voyage à travers le Pacifique pour commencer une nouvelle vie. Ils travaillaient dur comme tous les autres, creusant, construisant des canaux et assumant souvent les tâches les plus ingrates. Mais alors qu'ils poursuivaient le même rêve, ils ne furent jamais traités sur un pied d'égalité. Le gouvernement instaura une taxe spéciale appelée la Foreign Miners Tax. Officiellement, elle s'appliquait aux travailleurs étrangers, mais en réalité, elle frappait surtout les chercheurs d'or chinois. Ils devaient les payer environ 20 $ par mois, une somme énorme à une époque où un ouvrier gagnait à peine plus d'1 $ par jour. Cela signifiait que la quasi-totalité de leur salaire devait être reversée. Ce n'était pas une interdiction ouverte, mais un système silencieux pour les évincer. Beaucoup perdirent tout, non parce qu'ils ne trouvaient pas d'or, mais parce que le système travaillait contre eux. Le rêve de richesse devint pour eux un combat pour la survie dans un monde qui ne les a jamais vraiment acceptés. Garsoarne, San Francisco dans le chaos, une ville au bord de l'effondrement. Dès que la nouvelle de l'or se répandit, San Francisco se transforma en très peu de temps, passant d'un petit campement à une ville surpeuplée et chaotique.
En une seule année, la population explosa, passant de quelques centaines à des dizaines de milliers d'habitants. Chacun ne voulait qu'une chose, s'enrichir rapidement. Les marins abandonnaient leurs navires dans le port et couraient directement vers les mines, laissant derrière eux des bateaux vides qui furent plus tard transformés en entrepôts, hôtels ou même prisons. Mais personne n'était préparé à une telle croissance. Les bâtiments étaient construits à la hâte avec du bois et du tissu, sans planification ni sécurité. Cela mena à une catastrophe qui se répéta inlassablement. Des incendies se déclarèrent et détruisirent des quartiers entiers de la ville, non pas une fois, mais à plusieurs reprises en l'espace de quelques années. Et à chaque fois, tout était reconstruit encore plus vite, comme si personne n'avait tiré les leçons des erreurs passées. Dans cette ville, il n'y avait pas de véritable ordre. Les autorités étaient dépassées, la criminalité se propageait et chacun vivait dans un monde où tout pouvait changer à tout moment. San Francisco devint le symbole d'une époque où l'espoir croissait plus vite que tout contrôle et où le chaos faisait partie du quotidien. Hank, justice populaire, quand les hommes décidaient eux-mêmes de la vie ou de la mort. À mesure que la ruée vers l'or attirait de plus en plus de monde, le système judiciaire, déjà fragile, s'effondra complètement. De nouvelles villes surgissaient du jour au lendemain, mais il n'y avait ni juges, ni tribunaux fonctionnels, et souvent même pas de shérif. Dans ce vide, les criminels profitèrent de la situation, volèrent de l'or, attaquèrent des gens et disparurent à nouveau sans craindre de conséquences. Mais au lieu d'attendre de l'aide, les citoyens commencèrent à agir eux-mêmes. Des vigilance committees virent le jour, des groupes de citoyens ordinaires qui décidèrent de faire régner l'ordre par leurs propres moyens. Ils arrêtaient les suspects, menaient des procès rapides ne durant souvent que quelques minutes et exécutaient les sentences immédiatement. Dans de nombreux cas, cela signifiait la potence. Dans des villes comme San Francisco, ces groupes devinrent de puissantes organisations comptant des milliers de membres. Certains y voyaient une réponse nécessaire au chaos, d'autres une forme dangereuse de lynchage. Mais une chose est sûre, dans un monde sans loi fonctionnelle, ce n'étaient alors pas les règles qui décidèrent de la justice, mais les hommes eux-mêmes et souvent sans aucune pitié. C.H. Lévi-Strauss, l'homme qui devint riche sans or. Alors que des milliers d'hommes creusaient la terre jour après jour, poussés par l'espoir d'une richesse rapide, un immigré venu d'Allemagne remarqua quelque chose que tous les autres ignoraient. Lévi-Strauss arriva en Californie en 1853, en plein apogée de la ruée vers l'or. Mais au lieu de chercher lui-même de l'or, il observa de très près la réalité des mineurs. Leurs vêtements ne résistaient pas au dur labeur, les pantalons se déchiraient en quelques semaines. Les tissus se désagrégèrent sous la contrainte. Strauss comprit que la véritable opportunité se trouvait là. Il commença à fabriquer des pantalons robustes à partir de toiles de tente, puis plus tard de dénime résistant. Le moment décisif survint lorsque son partenaire eut l'idée de fixer des rivets métalliques sur les poches pour qu'elles puissent supporter le poids des outils. Cette simple amélioration changea tout. Pendant que d'autres cherchaient leur bonheur dans le sol et échouaient souvent, Strauss bâtit une entreprise qui traversa les générations. Il ne trouva pas une seule pépite d'or, mais il comprit quelque chose de bien plus précieux pendant la ruée vers l'or. Ce n'était pas seulement celui qui creusait, qui s'enrichissait, mais surtout celui qui savait ce dont les mineurs avaient réellement besoin. C'est les femmes dans la ruée vers l'or. La richesse sans l'appel. Dans l'Ouest sauvage, les femmes étaient de rares. Dans certains camps, on ne comptait qu'une seule femme pour 20 hommes. Cette inégalité extrême créa une réalité dont on parle peu. Pendant que les hommes passaient leur journée dans la boue à chercher de l'or, beaucoup de femmes comprirent très vite qu'il existait un chemin plus facile et souvent plus rentable. Elles ne travaillaient pas dans les mines, mais proposaient précisément ce qui manquait aux mineurs épuisés. Un repas chaud, des vêtements lavés ou simplement un moment de proximité humaine devinrent soudainement des services précieux. Pour un simple repas, les cuisinières demandaient des prix élevés et certaines gagnaient de l'or uniquement pour danser avec des hommes solitaires ou leur tenir compagnie. Ce qui est particulièrement surprenant, beaucoup de ces femmes se bâtirent une fortune en peu de temps, tandis que les hommes qui cherchaient de l'or pendant des mois repartaient souvent les mains vides. La ruée vers l'or a ainsi révélé une vérité rarement racontée. Ce n'est pas toujours celui qui travaillait le plus dur qui s'enrichissait,
mais celui qui comprenait où l'argent était réellement à gagner. Rhythm, le jeu, comment le rêve de richesse disparaissait en une nuit. Après d'interminables journées de dur labeur, beaucoup de mineurs cherchaient un endroit où ils pourraient tout oublier l'espace d'un instant. Les saloons devinrent précisément ce refuge, bruyant, animé et plein de promesses. Mais derrière la musique et les rires se cachait une réalité que beaucoup découvrirent trop tard. Ces lieux n'étaient pas seulement des bars, c'étaient des pièges parfaitement organisés. Des jeux comme le Mantes ou le Pharaon semblaient être de simples divertissements, mais en vérité, ils étaient conçus de telle sorte que les joueurs n'avaient pratiquement aucune chance de gagner. Des joueurs professionnels voyageurs de ville en ville, attendant simplement que des hommes épuisés mettent en jeu leur or durement gagné. La fatigue, l'alcool et l'espoir en faisaient des cibles faciles. Ce qui avait coûté des semaines ou même des mois de dur labeur pouvait disparaître en quelques heures. De nombreux mineurs quittaient maintenant les tables les poches vides, incapables de comprendre à quel point tout avait été perdu rapidement. Une grande partie de la richesse de l'Ouest sauvage ne restait jamais entre les mains de ceux qui la trouvaient, mais glissait silencieusement vers celles de ceux qui contrôlèrent le jeu. Choc 9. Le froid mortel. L'ennemi invisible des mineurs. Beaucoup s'imaginaient la ruée vers l'or comme un travail difficile, mais gratifiant. Mais presque personne ne parlait du véritable danger qui rôdait dans les rivières. L'eau descendait directement des montagnes enneigées de la Sierra Nevada et était si froide qu'elle paralysait le corps en très peu de temps. Des hommes y restèrent des heures, du petit matin jusqu'au soir, trempés, épuisés et sans protection. Dès les premières minutes, ils perdaient toute sensation dans leurs mains, mais ils continuaient, poussés par l'espoir de trouver enfin un morceau d'or. Avec le temps, le froid commençait à envahir tout leur corps. Tremblements, faiblesse et désorientation s'installaient, mais beaucoup ignoraient les signes d'alerte, car abandonner signifiait tout perdre. Ce que presque personne n'aurait soupçonné, ce n'était ni la violence ni les accidents qui représentaient le plus grand danger lors de la ruée vers l'or, mais le froid lui-même. L'hypothermie fit plus de victimes que n'importe quelle fusillade. Et à la fin, beaucoup se retrouvèrent face à une amère vérité. Ils avaient tout risqué, leur santé, leur temps, leur vie, et pourtant l'or trouvé ne suffisait souvent même pas à payer le voyage de retour. Dacille, ville fantôme. Quand le rêve s'évanouit tout simplement. Dans l'Ouest sauvage, les villes surgissaient plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Dès que de l'or était trouvé quelque part, des milliers de personnes y affluaient, construisaient des maisons, ouvraient des commerces et transformaient des paysages vides en lieux vibrants, pleins d'espoir. Mais cet essor était trompeur, car tout aussi vite que ces villes apparaissaient, elles pouvaient aussi disparaître. Dès que l'or venait à manquer, tout changeait. Les gens emballaient ce qu'ils pouvaient emporter et partaient plus loin, toujours à la recherche du prochain filon. Derrière eux restait une ville vide. Les maisons restaient ouvertes, les meubles étaient laissés sur place, même des objets personnels gisaient encore à leur place, comme si les habitants n'avaient jamais vraiment voulu partir. Un exemple en est Bodie, en Californie, autrefois une ville florissante de milliers d'habitants, aujourd'hui un lieu figé dans le temps. La poussière recouvre les pièces, les fenêtres sont brisées et le vent s'engouffre dans les rues désertes. Ces villes fantômes sont plus que de simples ruines. Elles sont les rappels silencieux de la rapidité avec laquelle l'espoir peut naître et de la rapidité avec laquelle tout disparaît à nouveau. La ruée vers l'or n'était pas un conte de fées sur la richesse rapide, mais une dure réalité faite de pertes et de déceptions. Pour quelques-uns, elle apporta la prospérité, mais pour la plupart, elle signifia les mains vides et des rêves brisés. Les histoires montrent clairement que l'espoir seul ne suffisait pas. L'Ouest sauvage n'était pas un lieu de liberté, mais un endroit où beaucoup ont tout perdu. Au final, il reste une vérité simple. Tous ceux qui ont cherché d'or n'ont pas forcément trouvé le bonheur.